Ils sont à l'avant-garde des luttes pour des changements, qu'ils soient sociaux, politiques, environnementaux, dans leur propre pays. 150 militants du monde entier sont réunis à Paris depuis hier et pour 3 jours. C'est le sommet mondial des défenseurs des droits humains. Avec nous pour en parler, Michel Forst, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs, hommes et femmes des droits humains. Avant d'évoquer la situation précise de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent pour défendre les droits humains, peut-être d'abord dans l'actualité récente, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué en termes, si l'on peut dire, de violation, d'atteinte aux droits humains? Alors il y a évidemment un événement emblématique, vous l'avez rappelé, donc c'est l'assassinat, le meurtre du journaliste saoudien Khashoggi, donc, pour lequel les Nations Unies ont demandé une enquête indépendante. Aujourd'hui même, la haute commissaire s'est prononcée sur le sujet. Et moi-même et mes collègues, nous avons proposé qu'une mission d'investigation de 2 ou 3 de mes collègues puisse également se rendre sur place pour mener un travail d'enquête et ensuite révéler à la communauté internationale ce qui nous semble devoir être révélé et ensuite laisser aux autorités le soin d'aller un peu plus loin. Alors pour être très concrète, tiens, je parlais d'environnement, on va prendre justement les défenseurs de l'environnement, puisque ça touche aussi aux populations qui vivent dans ces endroits, notamment la forêt amazonienne. Ils sont particulièrement visés, 88 assassinats en 2010, 207 en 2017. Visés par qui et pourquoi ? Alors, vous avez raison de commencer par ça, parce que c'est le sujet le plus brûlant de l'actualité, si je puis dire. Ce sont les défenseurs qui sont les plus menacés, les défenseurs de l'environnement, du droit à la terre. Ce sont des communautés locales, des communautés paysannes, des populations indigènes qui sont en fait attaquées par différentes sources. En fait, les premiers, ce sont les États qui en fait investissent les populations, les terres qui appartiennent aux populations pour y installer des usines, déforester pour installer des plantations de bananes et autres des barrages, aussi, des barrages, des grands barrages, mais également, et on ne signe pas assez, les entreprises internationales, et singulièrement les entreprises européennes, nord-américaines, australiennes, font également des ravages dans le monde en installant, sans consulter réellement les populations, leurs installations et leurs usines. Et ces entreprises et les États, et souvent une collusion entre les États et les entreprises, font des ravages et des massacres. On n'hésite pas à tuer délibérément les défenseurs. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, auparavant, on avait une violence aveugle, on frappait n'importe qui, et maintenant, ils ciblent délibérément des figures qui en fait sont un peu emblématiques de la lutte contre la terre, notamment les lauréats de grands prix internationaux qui sont directement menacés par les entreprises et par les États. Quand on vous entend, on pense fortement à un pays dans l'actualité en ce moment, c'est le Brésil. Oui, alors le Brésil est le pays à l'heure actuelle le plus dangereux pour les défenseurs du droit à l'environnement. La taille du pays aussi l'explique. Mais d'autres pays de la région, Amérique centrale, Amérique latine également, sont extrêmement dangereux. Je pense à la Colombie à l'heure actuelle qui est visée aussi, le Guatemala, le Honduras, le Mexique également. Donc les défenseurs de l'environnement sont vraiment dans une situation de grande précarité. Est-ce que la victoire démocratique dans les urnes de Jair Bolsonaro au Brésil vous inquiète s'agissant du sort des défenseurs des droits humains ? Alors, c'est une élection démocratique. Donc, je ne commande pas l'élection en elle-même, mais le fait que dans le pays, on soit aussi frappé par le nombre d'assassinats politiques à l'encontre des défenseurs du droit à la terre est quelque chose qui ne peut que m'inquiéter. Et je ne lis pas, je n'entends pas dans les paroles du nouveau président élu des paroles très rassurantes. Des mots un peu durs sont prononcés, le rappel à la dictature, le rôle que les policiers peuvent jouer, l'autorisation de tuer sans autre forme de procès, si je puis dire. C'est quelque chose qui ne peut que inquiéter les organisations non gouvernementales et moi-même en tant que rapporteur spécial. Donc, une de mes priorités, c'est de contacter le gouvernement du Brésil pour dialoguer avec lui, pour voir de quelle manière je pourrais éventuellement me rendre sur place pour offrir des missions de bons offices comme je le fais dans d'autres pays. Alors, le Brésil, justement, parmi les personnalités présentes à ce sommet des défenseurs des droits humains à Paris, il y a Aniele Franco qui milite pour que justice soit rendue à sa sœur Marielle Franco, militante brésilienne, assassinée dans sa voiture il y a 6 mois. Elle était aussi conseillère élue. Le sommet est donc organisé par 8 associations de défense des droits humains. Quel est l'enjeu de ce rendez-vous ? Alors c'est le second sommet, vous l'avez rappelé, donc j'avais organisé le premier il y a 20 ans.
parce qu'à l'époque, on n'avait rien pour protéger les défenseurs. L'idée, il y a 20 ans, était de dire la communauté doit se rassembler, doit s'unir, trouver des mesures pour protéger les défenseurs. Et 20 ans plus tard, alors qu'on a adopté aux Nations Unies une déclaration sur la protection des défenseurs, que les États ont pris des engagements très clairs sur la protection, force est de constater que rien n'a été fait ou peu de choses. Et donc l'idée, 20 ans plus tard, est de réunir les défenseurs. Certains étaient là il y a 20 ans. On a une nouvelle génération de défenseurs qui sont là. Faire un peu le bilan de ce qui a été fait, les progrès accomplis, également ce qui reste à faire, et de venir avec un texte devant les Nations Unies, devant les États, pour dire on a besoin de plus de protection, et nous-mêmes, nous sommes capables d'inventer les formes de protection dont nous avons besoin. Vous dites une nouvelle génération de défenseurs des droits humains, c'est-à-dire vous pensez aux réseaux sociaux notamment? Alors on a non seulement les réseaux sociaux, donc bien évidemment des mouvements comme MeToo, les mouvements environnementalistes, ceux qui travaillent dans les grands mouvements sociaux comme en Afrique, en Amérique latine, ont également rejoint le mouvement des défenseurs. Il faut rappeler qu'aux Nations Unies et pour les États, on a une définition très large. Pas besoin d'être membre d'une ONG pour être un défenseur. Tout individu, groupe et organe de la société qui promeut et protège les droits est un défenseur et bénéficie ou devrait bénéficier d'une protection de la part des États et de la communauté internationale. Alors dans ce sommet, il y a aussi Matthew Caruana Galizia, qui est tout simplement lauréat du prix Pulitzer, mais en ce qui nous concerne surtout le frère de Daphne Caruana Galizia, journaliste tué il y a 1 an à Malte, le fils, pardon, non pas le frère, le fils de cette journaliste assassinée à Malte. Il y a aussi la question des défenseurs et des femmes qui défendent les migrants en France, par exemple en Italie. En Italie, il y a un homme qui est maire d'une commune locale, Domenico Lucano, qui est toujours en résidence surveillée depuis plus d'1 mois. Est-ce que c'est une question sur laquelle vous vous êtes penché? Les défenseurs et les femmes aussi qui défendent les migrants qui sont inquiétés par les justices de ces pays. Oui, parce que frappé par le nombre d'attaques à l'encontre des défenseurs des migrants et de toute personne en mouvement, pas seulement les migrants, mais les demandeurs d'asile, les apatrides également, les étudiants qui migrent également, j'avais consacré mon dernier rapport qui a été présenté aux Nations Unies sur la question des migrants et des défenseurs. Et ce qui me frappe, ce qui m'effraie à l'heure actuelle, c'est de voir que l'Europe, qu'on pensait être un territoire assaini, dans lequel les États avaient pris conscience de la mesure des dangers qui frappaient les défenseurs, est maintenant un pays ou une zone de pays qui est dangereuse pour les défenseurs. Vous citiez l'Italie, on rappelle aussi... Le maire de Riace, le nom m'échappait pour être précis, ce village, puisqu'il a été un modèle en matière d'accueil dans son village de migrants. Tout à fait, mais en France également. Donc on a condamné récemment des défenseurs de droits des migrants, Cédric Héroux, d'autres également. Ce qui frappe également, c'est qu'en Italie aussi, on menace aussi ceux qui s'occupent des migrants, c'est-à-dire ceux qui les hébergent, ceux qui les accueillent. Et ce qui est frappant, c'est de voir que les mafias maintenant deviennent aussi en Italie dangereuses pour les défenseurs des droits des migrants. Pourquoi? Parce que c'est un marché. L'Union européenne met beaucoup d'argent dedans, et dès qu'il y a de l'argent, le crime organisé se met et menace aussi les défenseurs des droits des migrants en disant « vous prenez notre place, c'est un marché qu'on a gagné et donc on veut conquérir ». Mais concrètement, que pouvez-vous, vous, par exemple, au sein des Nations Unies, quand on sait que l'Italie ou la France sont des pays souverains, elles ont des justices... Ces pays ont des justices souveraines? Eh bien, la première des choses, c'est de rappeler que le droit international s'applique. Le droit de pouvoir migrer, le droit de pouvoir changer de lieu de résidence, de pouvoir demander l'asile est un droit qui est internationalement reconnu. Et ce n'est pas parce que les États mettent en place des procédures, des législations restrictives sur le droit d'asile ou le droit des migrants que pour autant ils peuvent s'autoriser à faire n'importe quoi. Et le travail que je fais en tant que rapporteur est donc d'écrire formellement aux États, en prenant des exemples concrets, de rappeler l'obligation qu'ils ont de respecter et de protéger les défenseurs. Et ensuite, la réponse de l'État est publique. C'est un moyen de pression extrêmement fort sur la France, sur l'Italie, sur l'Espagne, sur la Hongrie, qui est l'un des pays en fait le plus frappé par ces attaques à l'encontre des défenseurs des migrants. Alors on va essayer maintenant de comprendre avec vous quelles sont les régions du monde les plus dangereuses pour les femmes et les hommes qui défendent les droits humains. Vous parliez de l'environnement, le Brésil. Au Congo, Kinshasa, nous sommes beaucoup regardés aussi. Il y a le parc des Virunga. On sait que les défenseurs, notamment des gorilles, sont menacés au parc des Virunga. Il y a des enlèvements, il y a eu aussi des meurtres. Quelles sont les zones les plus dangereuses dans le monde pour les défenseurs des droits humains? Écoutez, malheureusement, le monde entier est un théâtre dangereux pour les défenseurs. Alors on a des catégories de défenseurs qui sont menacés. On l'a rappelé, les défenseurs du droit à l'environnement, à la terre. Donc heureusement, vous citiez l'Afrique, qui est aussi une région qui est frappée par ces grandes entreprises qui viennent investir, déforester, attaquer les populations locales, les communautés. Quand vous dites des entreprises qui viennent attaquer, comment ça s'opère? Vous voulez dire qu'il y a, des hommes de main que ces entreprises... Les entreprises internationales ont sur place des contractants, prennent ensuite des sociétés de sécurité privées, et les sociétés de sécurité privée
au nom des entreprises, vont directement expulser des territoires entiers des populations, parfois les tuer, exécuter, les faire disparaître, pas seulement en Afrique, mais dans le reste du monde. Les pays les plus dangereux, au fond, ça dépend des catégories. Le Mexique est à l'heure actuelle le pays le plus dangereux pour les journalistes. C'est le pays dans lequel on recueille le plus grand nombre de journalistes assassinés. Ensuite, la Colombie est frappée depuis tellement d'années par un fléau. Le nombre de défenseurs qui sont assassinés est effrayant. J'ai la chance d'être invité prochainement pour faire une mission d'investigation. Le gouvernement récemment élu de Duque m'a invité pour faire un travail d'investigation, ensuite rapporter ce qui a été constaté et ensuite prendre des mesures pour essayer de protéger les défenseurs. On oublie aussi que des pays comme les Philippines sont frappés par un terrible fléau. Le président actuel Duterte demande carrément l'exécution de ceux qui défendent ce qu'il appelle les défenseurs des migrants, les défenseurs de la drogue, et appelle donc les policiers et les forces de sécurité à simplement assassiner tous ceux qui essayent de promouvoir et défendre les droits humains. Et pour terminer, un appel peut-être positif et optimiste, quel serait-il aujourd'hui à celles et ceux qui nous regardent? Écoutez, d'abord rappeler que beaucoup de choses a été fait par la communauté internationale, rappeler un devoir de solidarité. Ça n'est pas uniquement les ONG qui doivent être responsables des défenseurs et peuvent les protéger, mais tout individu peut également, par un geste de solidarité, en France comme à l'étranger, en Afrique comme en Asie, dans tous les pays où vous êtes diffusés, les défenseurs peuvent jouer un rôle positif considérable pour protéger les défenseurs. Merci beaucoup Michel Forst d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le rapporteur spécial des Nations Unies sur cette question précise des droits humains. Merci à vous. Merci.